Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette autre émission de On a tous une histoire à raconter. Étant donné que le concept, c'est de parler de nos invités, mais qu'on a tendance à... Pas juste tendance, dans le concept, on parle de personnes qui sont relativement d'un certain âge. J'ai invité un de mes vieux amis, M. Stanley Colimon. Monsieur Stanley Colimon, bienvenue. Merci, bonsoir à tous et bonsoir André, merci pour l'invitation. Oui, puis je voudrais rajouter qu'on a un troisième invité qui est à côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Stanley, qui est cet invité? Honeywell, Monsieur Honeywell? Oh là là, c'est une longue histoire. Bon, c'est que tout simplement, j'ai une hypersensibilité aux pesticides. Plus spécifiquement, nommons les choses telles qu'elles sont, au glyphosate et aux organophosphorés en général. Et comme il y en a un usage intensif de ça, il y en a dans l'air. Si je ne propulse pas de l'air et que j'enlève mon masque, hein, n'est-ce pas, je vais avoir les conséquences. Inflammation multisystème, inflammation de toutes sortes, douleurs aux genoux, etc. Donc voilà, c'est pour ça que quand je veux être sans masque, je suis obligé d'avoir mon invité. OK. Mais nous allons accepter ton invité. Il n'est pas très dérangeant. Monsieur Honeywell, vous allez continuer à être tranquille. Je fais de la pub pour Honeywell là-bas. Monsieur Stanley, si on t'invite, c'est pour parler de toi, aller chercher un peu la personnalité que tu as. Dans les années 50, tu nais à Haïti d'une maman et d'un papa médecin. Oui, mère institutrice, directrice d'école et... Institutrice et directrice d'école. Médecin, c'est ça. Et père médecin. Dans la fratrie, vous êtes... On est 6. Vous êtes 6. Tous des garçons? 5 garçons, une fille. 5 garçons, une fille. OK. Et toi, ben, tu passes ton enfance à Port-au-Prince. Est-ce que le fait que tu es le fils d'un bourgeois, ton père étant médecin, te permet d'aller dans des écoles de plus haut niveau? Ou... Bon, disons qu'on n'était pas démunis. Mais c'était pas la grande richesse non plus, là. Oui, mais tu avais des passe-droits, étant donné... Non, pas du tout. Bon, j'allais à l'école... j'allais pas à l'école publique, mais à l'époque, l'école privée en Haïti, c'était pas non plus une fortune que ça coûtait. Là. Okay. Toi, tu vivais sous l'époque de Duvalier? Ben, je suis né juste un peu avant l'avènement de Duvalier, donc un an avant son avènement, son arrivée. Et oui, donc j'ai passé toute mon enfance sous Duvalier jusqu'à Jean-Claude. Et j'ai foutu le camp pendant la période où le fils, Baby Doc, était Et quand tu pars, c'est pour venir rejoindre tes frères ou pour... Parce que tu en as marre de la dictature de Duvalier? Non, pas tout à fait, pas vraiment. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la mère haïtienne, c'est ce qu'on appelle un potomitan, c'est-à-dire c'est vraiment la colonne vertébrale d'une famille et elle veillait à ce que l'avenir de tous ses enfants soit assuré. Et elle était visionnaire, elle sentait que non, vaut mieux faire des études à l'extérieur parce que le diplôme haïtien ne sera pas très reconnu, etc., puis que la situation risque de se dégrader. Donc elle insistait beaucoup pour qu'on fasse nos études universitaires à l'extérieur. Est-ce que la majorité de ta famille a étudié à... Tous. Tous ont étudié à l'étranger? Oui. On est tous partis. Vous êtes tous partis. Personne n'est revenu? Personne n'est retourné en Haïti. Vous faites partie maintenant de la diaspora haïtienne. Oui. Mais moi, il se peut que j'y retourne. Il se peut que j'y retourne parce que vivre avec Honeywell, ce mariage-là ne me plaît pas beaucoup. Tu n'aimes pas Honeywell? Et là-bas, en Haïti, et les pesticides, c'est moins utilisé? Disons que pour le moment, ils sont au balbutiement. J'espère que je vais pouvoir contrer ça par toutes sortes, en jouant comme un activiste pour leur faire prendre conscience des dangers que ça représente. Dans ton enfance à Port-au-Prince, à la capitale, tu as des passions. Je sais que tu as une passion pour la musique, tu as une passion pour les sports, le foot, etc. Est-ce que tu as joué beaucoup des deux? Bah, curieusement, non, pas vraiment. Le foot, oui, j'ai peut-être commencé à l'âge de 12 ans à jouer au foot. Mais la musique, curieusement, c'est à l'âge de 19 ans que j'ai appris la guitare. OK. Donc tu es arrivé au Québec, tu avais quel âge? 20 ans. 20 ans. Donc,
tu as juste des embryons de musique que tu as appris là-bas? Oui, à peine. En fait, même, je suis parti. J'ai commencé la guitare un mois avant de partir parce que, en partant d'Haïti, je suis allé aux États-Unis, à New York, plus précisément. Ou tu as un autre frère? Où Ou deux frères? j'ai 2 frères, une sœur, où j'ai travaillé, ramassé des sous pour venir faire mes études en français. J'étais trop paresseux pour étudier en anglais. OK. Tu voulais étudier en français. OK. Si je te parle de musique, parce que la musique, tu as fait des disques, Oui, j'en ai fait 2 à date. t'en as fait 2, qui ont été distribués aussi au Québec et aussi ils ont joué beaucoup là-bas en Haïti. Ben, je sais que ça a joué en Haïti, je sais qu'il y a une chanson qui a joué à New York, qui a été même adoptée comme le thème d'une radio, des trucs comme Puis ça. ici au Québec? Au Québec, très très peu. Avec les petits chèques de droits d'auteur, là, j'en ai reçu 2 fois parce qu'il y a une chanson qui avait joué avec, à Radio-Canada. Ça a été, je pense, c'est Giroux, OK. une animatrice qui avait fait jouer une chanson d'amour. OK. Dis-moi Est-ce je que tu t'aime, considères que tu es un bon auteur-compositeur? Je veux savoir ta version, toi. Ça, c'est le genre de question piège. Je déteste me vendre. Mais Non, bon. mais c'est pour nos Non, mais je auditeurs. ne jouerai pas à la fausse modestie. Oui, c'est... Quand on me demande ce que je fais en tant qu'artiste, je commence par dire que j'écris. J'écris. Ensuite, je joue de la guitare. Ensuite, je compose. Ensuite, je chante. OK. Et dans cet ordre-là. OK. Puis comme guitariste, tu fais de la guitare classique, je crois. Oui, je joue de la guitare classique. Surtout, tu es un très bon musicien. Moi, j'ai eu le plaisir de te voir jouer souvent. Tu as produit 2 disques. Ces disques-là, donc, ont été distribués ici, ont été vendus en Haïti, ont été vendus un peu partout. Est-ce que tu es fier des résultats? Commercial, non. Non? Mais bon, oui, je suis fier des résultats. Écoute, j'en ai un sur un site, là, Jamendo. Les commentaires sont vraiment gratifiants. Très, très gratifiants. Des commentaires de toutes sortes de monde qui font des comparaisons avec des grands auteurs. Les grands auteurs. Est-ce qu'on peut en nommer en fausse... On va revenir à la fausse modestie. Bon, je me suis déjà fait comparer Ben, il y a des gens qui ont déjà confondu, qui pensaient qu'une chanson que je chantais dans un café, que c'était une chanson de Moustaki. Ou encore, j'ai une autre chanson, et il y a des gens qui se demandaient est-ce que c'est une chanson de Brel. Mais bon. OK. Donc, mais puis qu'est-ce que... On me compare souvent à Brassens, mais celle-là, je la trouve très exagérée. À Brassens? OK. Parce que j'ai des chansons à caractère humoristique. Alors les gens, du moment que c'est humoristique, ah, c'est Brassens. Non. Non, c'est pas du tout le même style d'écriture. Du tout. OK. Tu as fait tes études à Sherbrooke. Oui. Parce que faut dire que tu as un frère à Sherbrooke qui est médecin. Oui, en effet. Ton frère Leslie. Donc, c'est ce qui t'a amené de la Sherbrooke, d'avoir un grand frère qui était là-bas, puis qui... Oui et non, c'est-à-dire que j'avais fait des demandes avec le diplôme de fin d'études haïtien, autant à Montréal qu'à Sherbrooke. Et ça donne que c'est Sherbrooke qui acceptait ce diplôme-là comme suffisant pour rentrer à l'université. Montréal m'avait refusé. Il fallait absolument un cégep. que je passe par le cégep, etc. Alors, je me suis dit, bon, ben, on va à Sherbrooke. OK. Combien d'années Sherbrooke? 3 ans? Non, finalement 4 ans, parce que j'ai passé 1 an en physique et ensuite j'ai changé pour aller en informatique. Informatique. L'informatique t'amène à devenir un enseignant? Oui, parce que j'ai eu des stages qui m'ont permis d'ailleurs de survivre financièrement. Et j'ai bien compris que 4 murs et moi, du 9 à 5, ça ne marche pas. Donc l'enseignement, la communication, les interactions avec d'autres êtres humains, c'est plutôt ça mon dada. Donc, en 81, tu t'amènes à Saint-Hyacinthe. Exact. Tu pars de Sherbrooke, tu fais 100 km un peu plus au nord-ouest et tu t'en viens à Saint-Hyacinthe, dans une ville que tu habites depuis près de 40 ans. Exactement. Et tu as été enseignant ici au cégep de Saint-Hyacinthe. 35 années de carrière.
au cégep. Et quel est ton... Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé les mascoutins? Ben écoute, moi j'aime tous les êtres humains. En autant qu'il y ait de l'ouverture et de l'entre-gens. Pour moi, le bonheur, rencontrer des gens avec qui on peut échanger, converser, sans que ça soit une bataille de coq, des égos surdimensionnés, c'est un bonheur. Ça suffit à ma vie. OK, puis tu as trouvé ça ici? Très, très peu. Ah, très, très peu? Bah, écoute, tu veux me surprendre, mais je te dis la vérité. La preuve, après près de 40 ans, qui c'est qui vient me visiter à la maison, à part toi? Pour moi, je ne sais pas. Personne. Personne. Pourtant, j'ai beaucoup d'entre-gens. J'arrive à Cuba, écoute, j'ai des amis en quantité industrielle. Non, mais c'est une autre compter. culture. C'est différent ici, les gens Saint-Hyacinthe, non, c'est différent. Écoute, c'est une ville quand même assez particulière. En 81, quand je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, le taux de chômage était aux alentours de 20%. Et le taux de millionnaires était, semble-t-il, le plus élevé du Québec ou du Canada. Donc, dans une même ville, tu as les deux pôles au niveau classe sociale. C'est sûr que ça amène une espèce de froid, une espèce de snobisme. Que même j'ai eu des étudiants qui arrivaient de Gaspésie, etc., et qui se plaignaient comment c'est difficile de s'intégrer. C'est quelque chose que j'ai pu me rendre compte, parce que moi aussi j'ai étudié à l'étranger, puis quand j'allais dans d'autres régions, les gens qui venaient des régions éloignées sont très, très chaleureux. C'est très, très différent d'ici. Tu sais que je suis un amant de Saint-Hyacinthe, j'aime beaucoup ma ville, j'aime la valoriser, en parler, son histoire, mais la mentalité des gens, ça, c'est hors de l'histoire. Je me demande, est-ce que cette différence d'avoir les deux extrêmes n'a pas eu un impact, que l'on veuille ou non, ça doit avoir eu un impact. OK. Mais toi, est-ce que tu étais heureux pendant ces 39 années-là? Ben moi, écoute, j'ai le bonheur facile. C'est-à-dire que pour moi, il y a du bonheur en tout, il suffit de l'extraire. Quelque chose ne me convient pas, bon, j'en fais une œuvre d'art. OK. Donc, si on voit l'artiste en toi. Ça m'a amené à devenir un chanteur engagé qui dénonce toutes sortes de choses. Okay. Mais je le transforme en une œuvre d'art. Moi, je peux dire à nos téléspectateurs que tu es un artiste, parce que tu es même un artiste quand tu joues au ballon rond. J'ai joué au foot avec toi de nombreuses années dans les belles équipes du Milano à l'époque, dans les années 80-90. Il faut dire aux gens qu'on avait des équipes championnes ici au niveau du senior, et Stanley, il jouait avec moi, c'était la plupart du temps notre demi-centre, et c'est un joueur très créatif. Il y a un peu le style de la samba brésilienne dans lui. Pas avec toute la technique et la maîtrise de ballon qu'ils ont, là. Mais au niveau de la vision du jeu, oui, j'admets que effectivement j'ai une vision du jeu qui m'enchante, qui me plaît. Okay. Donc, si tu es artiste, est-ce qu'on peut dire aussi que tu aurais tendance à être humaniste? Ah si, ouais, jusque dans la moelle des os. Jusque dans la moelle des os. Ça veut dire que tu aimes les gens, mais les gens, peu importe la couleur, peu importe la... Mais je la vois pas, la couleur des gens. Toi, tu n'en vois pas. Je la vois pas, et à chaque fois que j'entends encore des gens, après 40 ans ici, ah, il était noir. Comment ça, c'est ça qui les préoccupe, mon Dieu? Il y a tellement de choses. Actuellement, par exemple, il y a 22 millions de malades de la COVID, près d'1 million de morts, puis quelqu'un te regarde. Ah, comment tu trouves ça, être noir? Tu peux pas voir autre chose. Il y a tellement de choses plus importantes dont il faut discuter. Qu'est-ce que ça change? Puis est-ce que tu penses que la société mascoutaine a changé? Il y a 40 ans, et des gens d'autres origines, il n'y en avait presque pas. Et maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu penses que ça l'apporte? C'est positif pour le... C'est sûr que c'est positif, mais il y a tellement de facteurs qui influencent la société que c'est dur d'évaluer quel est l'impact. Actuellement, je pense personnellement que la société est en train de changer sur la planète entière. Malheureusement, je pense
sincèrement que les vraies causes, les causes réelles ne sont pas prises en considération, on les balaie sous le tapis. Mais dites-vous bien que on ne peut pas passer plus de 40 ans à manger des produits neurotoxiques et penser que ça n'aura jamais d'impact sur la psychologie des gens. On va dire, ah, les jeunes sont rendus fermés dans leur cellulaire, etc. C'est la technologie qui leur fait ça. Non, ce n'est pas vrai. Et je mets en garde, d'ailleurs, récemment, il y a une jeune fille qui a tué ses parents parce qu'on lui a enlevé son cellulaire. Le cellulaire pour le jeune, avec ses problèmes chimiques neurotoxiques dans sa tête, le cellulaire, c'est une porte de sortie. Parce qu'il a besoin de communiquer, mais pour diverses raisons, il s'enferme, il y a une espèce de schizophrénie, une réaction schizoïde qui les amène à se renfermer, et le cellulaire est la porte de sortie pour être en communication, qui est une nécessité. Alors quand vous le lui enlevez, il pète les plombs. OK. Tu veux nous mettre en garde, dans le fond, contre les addictions causées par probablement les neurotoxiques? Oui, toute cette vague d'addiction qui se produit, c'est que les gens sont à la recherche d'un peu de dopamine, d'un peu de sérotonine, parce qu'il y a une carence provoquée par ces produits-là, et ça amène toutes sortes de comportements bizarroïdes, déviants. Je vous dirais même que je pense personnellement que cette soif, ce désir maladif d'avoir 150 milliards, 152, 153, il faut que ça monte, il n'y a plus de logique. C'est un besoin pathologique. C'est qu'il y a, quand la fortune augmente, il y a un peu de dopamine. Et ça fait du bien. Tout comme tous ceux qui ont des TOC, qui vont acheter, les acheteurs compulsifs, ou ceux qui sont dans les amphétamines. Mais il y a un bon côté, les passionnés aussi. Parce que quand on regarde Internet, YouTube, avez-vous vu la quantité de virtuoses des jeunes, même des petits-enfants extraordinaires? Parce que quand il y a des fonctions du cerveau qui sont abandonnées par carence de neurotransmetteurs, il y a d'autres fonctions qui prennent toute l'énergie. Et là, ça donne des musiciens, mais mon Dieu Seigneur, je pense à, je sais pas, le violoncelliste là, européen de l'Europe de l'Est. Là, il y a une touche au violoncelle, Yo-Yo Ma peut aller se rhabiller. Je vais passer du coq à l'âne, mais tu sais, on revient sur ton humanisme. Toi, Stanley, qui passe 39 ans de ta vie ici, plus de la moitié, et qui va peut-être être ici encore l'an prochain, c'est 40 ans, qu'est-ce que tu penses que Saint-Hyacinthe pourra amener de bon à l'étranger? Qu'est-ce que tu peux amener de Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce que tu nous trouves Écoute, sincèrement, la discipline. La discipline, parce que c'est criant. Le problème de discipline et d'éducation aussi qu'il y a en Haïti. Je suis allé à la plage récemment. Écoute, il y avait de quoi pleurer. La plage remplie de papier, d'enveloppes, de plastique, de bouteilles. Aucune conscience de l'environnement. Là, tu parles d'Haïti. D'Haïti. Ouais. Alors ça, ce sont des choses très positives. Puis ça pourrait aider à la démocratie aussi. Quand il y a de la discipline, il y a du respect, il y a des choses comme ça. L'éducation en premier. L'éducation en premier. Il y a un manque d'éducation aussi là-bas. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on a des gouvernements pour qui être au pouvoir, c'est un tremplin vers la fortune, pour ressembler à Bill Gates et compagnie. Ils n'ont absolument pas justement cet humanisme, et pour dire, mon Dieu, je suis responsable de 11 millions d'habitants, un peu à la manière de Fidel, qui a consacré sa vie au bien-être de son peuple. Quoi qu'on en dise. OK, mais tu aimes beaucoup Fidel et Che Guevara, c'est ça? Ah, bien sûr. Ce sont des gens d'un humanisme extraordinaire, même si
on essaye de les dépeindre comme étant des voyous. Des voyous, etc. C'est malhonnête. C'est parce que le modèle qu'ils proposent, c'est un modèle qui ne permet pas de s'enrichir de manière orgiaque. On a parlé que Saint-Hyacinthe pourrait amener à Haïti ou dans des pays qui sont en voie de développement. Tu nous parles de la discipline, de la démocratie, ces choses-là. Est-ce que Haïti peut nous amener des choses? Bien, je dirais que la mentalité haïtienne, à certains égards, pas tous, hein, parce qu'il y a des choses très négatives aussi, mais il y a un sens du bonheur chez l'Haïtien et une chaleur humaine. Qui, soit dit en passant, la chaleur humaine est en perte de vitesse sur toute la planète. Hein, et ça, c'est encore relié aux histoires de... Quand on n'est pas heureux, quand on n'a pas suffisamment de dopamine, de sérotonine, on ne peut pas être généreux. Bon, mais bref, de manière générale, il y a quand même une chaleur humaine en Haïti qui serait profitable à toute la planète si les gens adoptaient cette manière de penser, de vivre et de voir l'autre. OK. Et toi, ça c'est une des choses qui m'a manqué énormément ici. Le bonheur, dans le fond, se sentir heureux, être heureux. Le bonheur, le bonheur, c'est d'abord dans ta tête. C'est-à-dire, tu te le fabriques, tu t'adaptes à la situation. C'est-à-dire, j'ai pas pu avoir une petite communauté pour prendre des cafés avec le voisin, etc., échanger un petit gâteau, etc. Bon, ben alors, je me suis mise à écrire, à faire des chansons et à les partager avec plus de monde. Et ça m'a amené à faire une tournée en Haïti, à New York, à Miami, etc. Bon, ben, donc. Et finalement, le rapport à l'écriture en soi est un bonheur qui... Est-ce que pour la suite des choses, est-ce que tu vois que ce soit notre microcosme à nous, Saint-Hyacinthe, ou que ce soit pour la planète, est-ce que tu es quelqu'un de positif par rapport à l'avenir? Je suis inquiet. Tu es inquiet? Très inquiet par rapport à l'avenir parce que plus ça va, pire c'est. On peut observer les tueries des policiers aux États-Unis qui tuent les Noirs. Ça commence à déborder aussi, ça commence à devenir une mode au Brésil aussi. Les tueurs de masse qui deviennent de plus en plus nombreux. Et si vous me permettez, je voudrais faire une petite... moi-même, je te permets. J'ai eu des craintes extrêmement préoccupantes par rapport à mon propre garçon, qui n'a jamais eu un diagnostic précis, un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu d'autisme, un petit peu de déficit d'attention, mais il reste que ces crises étaient incontrôlables. Toutes les écoles ont baissé les bras, y compris l'école spécialisée avec tous les spécialistes possibles. Alors ça a été école à la maison. Et finalement, j'ai même consulté régulièrement, pédopsychiatre à Sainte-Justine sur une base régulière, Ritalin, Concerta, Bifantin, tout y est passé, toute la batterie, pour finalement découvrir, à force de lire et de chercher, il suffisait d'une alimentation sans glyphosate. Et voilà, j'ai un jeune homme qui est rendu un excellent musicien, qui a sa blonde, beaucoup plus calme, qui a fait ses études, qui travaille et qui ne fait plus de crise. Sauf si, malheureusement, il mange quelque chose supposément bio, mais encore avec de la contamination, et là, il pète les plombs encore. Okay. Mais beaucoup moins, parce qu'autrefois, c'était « j'ai envie de tuer quelqu'un okay. ». Et là, quand tu as un enfant de 12 ans qui te rage, tu sens une détermination, j'ai envie de tuer du monde. Ouh, je ne sais pas si tu imagines comme père à quel point c'est déchirant. Mais là, il persiste. Les spécialistes du MIT l'ont dit que c'est ce produit-là. Non, corrélation n'est pas causalité, enfin toutes sortes de choses. Bon, bref. Bon. C'est comme toute bonne chose en fin, il faut penser à terminer, mais tu sais, toi et moi, on peut parler 3 heures sans problème, mais comme c'est une émission, puis c'est une émission qui est créée pour les Mascoutins,
où Oh, oui. on a tous une histoire à raconter. Tu nous as raconté une grosse partie de ta vie, puis de ton histoire. Qu'est-ce que tu J'aimerais voudrais... Oui, tu as quelque chose, oui? J'aimerais juste ne pas rater une occasion. Sincèrement, il y a une porte de sortie de la COVID. Il y a une porte de sortie de la COVID. Il s'agit juste d'arrêter le glyphosate. Si les gens arrêtent de manger les aliments qui sont les plus contaminés au glyphosate, pendant 2 mois, adios COVID. OK, bon, je te remercie. Ouais. Mais en terminant, donc, je voudrais savoir qu'est-ce que tu voudrais de ton passage à Saint-Hyacinthe, qui était la moitié de ta vie au moins, et plus. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens de Saint-Hyacinthe puissent se souvenir de toi, que tu as apporté au Mascoutin? Je sais que tu as joué de la musique quelques fois ici au Beau Mardi de Cazé, mais Oui, je pense oui, au j'ai fait ce début, concert-là etc. quelques fois. Tu as fait des spectacles, mais... Ben écoute, moi ce que j'aimerais laisser comme héritage, peu importe où je passe, c'est l'humanisme. L'humanisme, mais bon, Une bonne personne. pour ça il faut, il faut avoir, comment dire, il faut avoir une position d'influence. C'est ça. Puis l'humaniste, on sait tous que Être on un ne peut maire, on ne je peut sais pas s'en vanter. Se vanter d'être humaniste, on peut le prétendre, mais on ne peut pas en faire une cabale. Là. Non, pas du tout. Ça paraît prétentieux. Ça ne va pas avec le personnage. Ça va C'est pas comme avec... celui qui dirait je suis tellement humble que je suis l'homme le plus humble du monde. C'est pareil, non? C'est pareil. Là. C'est comme le sage qui dit « Oh, je suis le plus grand sage. » Il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Fait que là-dessus, j'aimerais te remercier d'avoir participé à cette émission. On a tous une histoire à raconter. Tu sais que nos émissions sont très populaires. Peut-être que la tienne va l'être davantage. Peut-être que tu pourras l'exporter en Haïti, nous faire connaître par les Haïtiens. On verra. Ça fait que En tout cas, ce serait une bonne chose parce que les pesticides sont en train de rentrer. Et j'espère qu'ils se rendront compte que, par exemple, la République dominicaine, qui est juste à côté et qui est à fond dans les pesticides et l'agriculture intensive, a 80 000 cas, je ne sais pas combien de milliers de morts, alors qu'Haïti, ils sont à 7 000, à peine une centaine de morts. avec à peu près la même population. Et puis que Cité Soleil, qui est pauvre, qui ne peut pas acheter de la nourriture importée, sur 250 000 habitants, il y a 100 cas. OK. Cité Alors, Soleil, pour nos gens, quartier pauvre. C'est un quartier pauvre de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Et en Haïti, c'est les quartiers riches qui ont des milliers de cas. Les gens qui peuvent acheter les produits importés dans le supermarché. Mais les gens qui mangent à la campagne, ils n'ont pas de cas, eux autres. Ou très, très peu. Là-dessus, je te remercie, Stanley. Merci à vous aussi. Au plaisir de te revoir. Et sur ce, je vous remercie d'avoir été présent. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission de On a tous une histoire à raconter.